Bonjour à tout le monde, ou bonsoir. Bienvenue à la Chambre interdépartementale donc, des notaires d'Auvergne pour cette présentation, on va dire, annuelle et ce rendez-vous quasi maintenant depuis au moins 4-5 ans. Nous présentons cette loi de finances qui nous tombe, on va dire, en fin d'année. Nous allons présenter les principales dispositions cette année. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas révolutionnaire cette année, hein. Il n'y a pas non plus de grandes nouveautés, mais je crois que c'est quand même l'occasion de se pencher sur certains points et de revoir certains points. Alors, n'hésitez pas dans la salle ou à distance aussi à poser des questions, hein, à distance via le chat et puis dans la salle quand vous voulez, hein, puisque l'idée c'est que ça soit aussi interactif, puisqu'on est à peu près 200 aujourd'hui à se retrouver, hein, à la fois en présentiel et en distanciel. Donc voilà, je vais vous présenter mes collègues qui vont intervenir durant cette petite heure, hein. Bon, déjà, je vais commencer par remercier les partenaires, hein. Donc les partenaires, nous c'est Unofi, hein, le groupe Unofi. Alors vous allez avoir un de ces éminents conseillers entreprises qui va intervenir, hein, notamment sur tout le volet entreprise, et puis qui va intervenir, vous allez voir, pendant toute la conférence, parce que il va nous faire partager toute son expertise. La Banque des Territoires aussi, le groupe Caisse des dépôts et consignations, effectivement, qui nous accompagne tout le temps. Et puis le Conseil supérieur du notariat, bien sûr, hein, qui est notre instance suprême. Donc, vont intervenir ce soir Frédéric Rouvet, hein, qui est notaire à QC et donc qui est le premier vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires. Maître Christelle Rimourogue, hein, vice-présidente, qui est notaire à Saint-Amand-Talande. Maître Lise Delhomme-Touché, vice-présidente également, qui est notaire à Sainte-Florine. Maître Laurent Ladoux, qui est notaire à Aurillac et également vice-président, hein. Il y a un vice-président dans chaque département, donc tout le monde va y passer. Alors, moi j'y étais au début, mais Pierre-Louis Grenier, hein, qui est le conseiller entreprise à la société Unofi, et donc voilà, que je vous ai un petit peu présenté tout à l'heure, et moi-même, donc Jacques Turquet, qui est notaire dans le Cantal aussi. Donc on est deux Cantalous. Voilà. Allez, nous allons commencer donc cette conférence qui va se faire sur 4 points, hein. La fiscalité des entreprises et la loi relative au partage des valeurs. Alors vous allez de la valeur, pardon. On va voir tout ce qui est fiscalité des entreprises, mais aussi location meublée, professionnelle, non professionnelle. Là, on a quelques changements sur lesquels nous allons nous arrêter. La TVA, avec tout ce qui est taux réduit et autres. Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude. Et la fiscalité des particuliers. Allez, nous attaquons notre premier point sur la fiscalité des entreprises et la loi relative au partage de la valeur. Voilà. Alors, nous allons directement sur la location meublée. Vous avez à l'écran un petit tableau récapitulatif de ce qui existait avant la loi de finances. Alors, on va surtout s'arrêter sur tout ce qui est tourisme, les meublés de tourisme classés, tourisme non classé, qui vont subir, vous allez voir, une petite modification. Enfin, ce n'est pas une petite modification, une modification importante, puisque, par exemple, sur les tourismes classés, sur les meublés de tourisme classés, alors, pour information, les meublés de tourisme classés, c'est par exemple classés Gîtes de France ou par les offices de tourisme ou autres. Avant, ils avaient un abattement sur les recettes de 71% pour un chiffre d'affaires inférieur à 188 700 €. On voit qu'après la réforme, hop, je remets, cet abattement passe à 50%. Donc c'est un frein important, enfin en tout cas une réduction importante de cet abattement. Alors, on peut conserver effectivement 71%, mais il y a quand même des conditions assez importantes puisque il ne faut pas avoir dépassé un chiffre d'affaires de 15 000 € au titre de l'année N-1 et il ne faut pas que les locaux, pour les locaux, ne soient pas situés dans des zones ayant un déséquilibre important entre offre et demande de logement. Clairement, quand on est en ville, hein, Clermont-Ferrand par exemple, nous aurons cet abattement de 50%. Je ne vois pas comment on pourrait bénéficier de l'abattement de 71%, donc ça va être quand même un frein, effectivement. En tout cas, l'intérêt fiscal de l'opération sera bien amoindri.
Et puis, on a les meublés de tourisme non classés. Avant, on avait cet abattement qui était de 50%. Clairement, il n'y aura plus de différence entre les meublés tourisme non classés et le micro-foncier qu'on peut connaître pour tout ce qui n'est pas meublé. Il y a un alignement des planètes là-dessus, hein, avec effectivement ce régime qui est aligné. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui s'insurgent. En tout cas, il y a un lever de bouclier contre ces mesures. Il apparaît, quand on regarde un petit peu comment cela a été adopté, que ça résulte d'un amendement sénatorial, hein, qui serait passé, qui n'aurait pas été forcément tout à fait étudié, enfin qui serait passé un petit peu comme cela. Et quand on regarde un petit peu tout ce qui peut être dit là-dessus, c'est qu'il risque d'y avoir certainement une modification là-dessus dans les prochains mois. Hein, affaire à suivre. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Mais on a aussi une incertitude sur la date en vigueur, puisque la loi de finances 2024 va engendrer une perte non anticipée du régime du micro-BIC sur les recettes entre 15 000 et 77 000, même sur les revenus 2023. Donc ça veut dire que si effectivement on basculait sur cet abattement, ça serait même applicable sur les revenus qu'on a mis en 2023, mais là-dessus, voilà, une instruction fiscale est en attente. Donc tant que nous n'avons pas fait notre déclaration d'impôt, je crois que les choses, ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être pas totalement exact lorsque nous ferons notre déclaration d'impôt. Affaire à suivre. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Grenier. Donc concernant les réductions et crédits d'impôt en faveur des entreprises, on est surtout sur, je dirais, du toilettage et des précisions qui vont être faites sur un certain nombre de choses. Donc, au sein des jeunes entreprises innovantes, il a été créé une nouvelle catégorie représentative des jeunes entreprises de croissance qui, pour critères complémentaires aux critères des JEI, on exige d'elle qu'elle dépasse un seuil de dépenses en recherche qui comprend entre 5 et 15% des charges de l'entreprise. On supprime l'impôt sur les bénéfices pour l'intégralité des catégories concernées par les jeunes entreprises innovantes. Néanmoins, on maintient l'exonération des cotisations sociales et les exonérations en matière d'impôts locaux. Ça, c'est un point un petit peu important chez nous. Zone France, ruralité, revitalisation. Je pense que quelques personnes doivent connaître la ZRR, la zone de revitalisation rurale, moins utiliser le BER, bassin d'emploi à redynamiser, et le ZORCOMIR, zone de reprise des commerces en milieu rural. Tout ça est fondu dans une seule mesure qui se rapproche énormément quand même de ce qu'on avait au niveau de la ZRR, avec quelques petits ajustements que je trouve important de souligner. Premièrement, il faut bien voir que ça va commencer à partir du 1er juillet 2024. Donc on a un domaine de latence de 6 mois, ne serait-ce que pour commencer à appliquer, surtout au niveau des collectivités territoriales. On a une visibilité jusqu'au 31 décembre 2029, alors qu'auparavant, c'est vrai que c'est un système qui a été reconduit tous les 2 ou 3 ans, ou de 2 ans à 3 ans. On va bien sûr étudier la possibilité d'être dans cette zone en fonction de la population, de la densité et du revenu médian par unité de consommation. Enfin bref, sur des statistiques INSEE qui doivent nous permettre de délimiter une carte. Je vous rassure, bien tracé. Ça va concerner les créations ou reprises d'activités industrielles, commerciales, artisanales et professionnelles. La création et la reprise, on le savait en ce qui concerne la ZRR. La question se pose de savoir si la reprise concerne uniquement les reprises à titre onéreux ou si ça concerne aussi les reprises à titre gratuit qui, pour la première transmission familiale, étaient concernées par la ZRR. Donc ça va être un sujet notamment notarial. Et aussi le terme professionnel. Est-ce que cela renferme les professions libérales? Je pense que ça va être à préciser. Ça concerne aussi l'aspect notarial. Au niveau des entreprises, ça ne change pas. On est toujours sur un calcul qui doit être inférieur à 11 salariés. Gare à vous, ou gare à ceux qui font le calcul plus exactement, puisque le calcul du nombre de salariés n'est pas le même que pour le seuil de déclenchement, par exemple, des CSE ou des délégués du personnel. Il faut être très vigilant là-dessus. On va retrouver notre système d'exonération en termes de durée. 5 ans plus 3 ans dégressifs. C'est pas précisé là, mais j'imagine que ça sera sensiblement. 6e année, 75% d'abattement.
7e année, 50% d'abattement et 8e année, 25% d'abattement. Et ensuite, on va avoir exonération de CFE, c'est-à-dire la nouvelle version de la taxe professionnelle sur décision des collectivités territoriales, exonération de la taxe foncière sur décision de la collectivité territoriale. Pareil, dans les choses qui existent déjà mais qui sont légèrement amendées, le taux réduit d'IS à 19% en lieu et place de 25% sur les ventes immobilières visant à la création de logements est un système qui est prorogé de 3 ans, mais surtout qui contient un assouplissement puisque mon réinvestissement peut être composé seulement à 75% de logements. Et d'ailleurs, le délai est porté pour réaliser ces créations de 4 à 6 ans lorsque le projet concerne plus de 20 000 m² d'emprise au sol, ce qui est énorme. L'autre point, il est important ce 238-15 DCS parce qu'il concerne pas mal de monde. Le 238-15 DCS, c'est un texte qui prévoit un abattement à l'impôt sur le revenu, mais pas aux prélèvements sociaux, sur la cession de fonds de commerce ou branches d'activité lorsqu'on est en entreprise individuelle ou dans une société à l'IR. C'est bête, mais l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurance pour les agents généraux d'assurance est prise en compte. C'est-à-dire qu'on avait défini effectivement cet abattement pour les fonds de commerce et là, on vient un petit peu ramasser tout ce qui s'assimile à cette possession. Alors, c'est un crédit d'impôt dont je vais tout de suite dire qu'il ne concerne pas l'achat et l'exploitation d'industrie verte. Comprenez. Il va exister un crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte. Son objectif est moins de permettre l'implantation d'éoliennes et de panneaux solaires que la production et la conception de cette industrie en France. Rapport effectivement au fait que bon nombre de matériaux et matériels et créations sont faites à l'extérieur de la France pour ce qui concerne. Donc c'est sans doute pour générer une indépendance énergétique verte. Je reprends donc le déroulé. Entreprise industrielle ou commerciale, c'est logique puisque ça doit concerner une industrie verte. L'entreprise ne doit pas être en difficulté. Elle doit exploiter les investissements en France pendant 5 ans. Et 3 ans, c'est une PME. Et on interdit les transferts d'activité ou du territoire ou de l'entreprise en dehors du territoire national. Toujours pour que le lieu de production et de conception de cette industrie verte se situe en France. Et on doit avoir obtenu un agrément préalable. C'est la France. Il faut bien un agrément administratif à un moment donné. Les activités éligibles concernent les batteries, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur. Donc là, on retrouve toute l'industrie stratégique de l'économie verte. Les dépenses engagées concernent, attention, les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains. On pourrait se dire en fait que ça concerne tout ce dont strictement j'ai besoin pour mon industrie. Mais même les terrains, en fait, vont pouvoir bénéficier et rentrer dans le calcul du crédit d'impôt. Les brevets et les licences, alors les brevets et les licences à hauteur de leur prix de revient, ça veut dire qu'il faut les acheter parce que si vous les créez, ils ne valent rien en prix de revient. Alors AOT c'est l'occupation du territoire du domaine public. Je vois qu'un exemple comme ça, c'est les éoliennes au large. Quand vous montez une éolienne au large dans l'océan, vous occupez nécessairement en fait une zone maritime française du domaine public. C'est ça que ça vise très précisément. Le taux de crédit d'impôt est à 20%, porté à 30% si on est sur une moyenne entreprise, 40% si c'est une petite entreprise, et 60% si on est sur une zone d'aide à finalité régionale. Alors le plafond, vous ne rêvez pas, c'est pas 150 000 euros, hein, j'ai vérifié, c'est 150 millions d'euros, porté à 200 millions d'euros, voire à 350 millions d'euros pour les zones d'aide à finalité régionale. Où sont-elles ces zones d'aide? On va essayer de les trouver parce que des abattements comme ça, c'est assez sympa. On proroge certains régimes, alors je vous laisse la liste sous les yeux, mais globalement ça va concerner les flottes de vélos, les œuvres phonographiques et musicales, le cinéma, le théâtre et les métiers d'art. Quelques aménagements aussi sur le régime d'intégration fiscale. Retour sur ce que c'est le régime d'intégration fiscale. C'est le régime fiscal des groupes. La société mère, c'est-à-dire la holding, la tête de groupe, ne doit pas être détenue à plus de 95% par une société à l'IS. Bah oui, ça doit être la tête de groupe, elle doit être tout en haut de l'organigramme. Et la société mère doit détenir au moins 95% du capital de ses filiales intégrées. Bah oui, si je veux faire une seule comptabilité et que j'en possède 50 d'un côté, 25, 90, non, il faut vraiment que cette tête de groupe détienne tout. Pour ce calcul, ce qui avait été fait intelligemment d'ailleurs, pour bénéficier du régime d'intégration, on extournait la part représentative de la possession par les salariés de leur entreprise. Parce que
Sinon, ça voudrait dire que les entreprises doivent limiter à 5% la participation des salariés dans l'entreprise. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Donc, mécaniquement, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'en tenait pas compte pour le calcul. Il y a eu un petit problème, c'est que dans un groupe, vous pouvez être amené, en fait, à changer d'emploi au sein du même groupe. Eh bien, sagement, la loi de finances vient nous préciser ça, c'est-à-dire que le salarié qui continue à être pris en compte dans cette filtration des 10%, s'il rejoint une autre société du même groupe. Puisque je n'ai pas quitté la structure, j'ai juste quitté la société dans laquelle j'étais salarié. Bon, on a harmonisé la condition de délai minimum d'un exercice, y compris si le groupe est éligible au régime mère-fille, c'est-à-dire qu'il faut toujours un exercice de délai pour pouvoir lancer l'intégration, même si effectivement je suis déjà au régime mère-fille. Alors, l'éligibilité du QPFC, c'est la quote-part de frais et charges. En gros, retenez que quand je fais tourner des sous, et notamment remonter des sous dans ma société mère, je n'ai pratiquement pas d'impôt, sauf en fait l'IS sur 1% de la valeur que j'ai fait remonter dans la holding. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que je ne peux pas, quand je suis une société européenne, je ne peux pas faire partie du groupe, puisque le groupe, en fait, il est déclaré au niveau français dans l'intégration fiscale. Mais si je respecte les conditions de l'intégration, je peux quand même bénéficier de ce régime fiscal très intéressant, puisque globalement, c'est une imposition de 0,25% pour les mouvements entre la filiale et la société mère. 0,25% d'imposition sur les mouvements financiers entre ces deux structures. J'imagine que ça concerne pas mal de monde. En tout cas, une société, à Clermont, une déjà. C'est pour vous. Donc, c'est l'impôt minimum mondial. Retenons globalement que si une société qui remplit les conditions est la cible, si cette société, si ce groupe plus exactement, si son taux effectif d'imposition applicable aux entités situées en France est inférieur à 15%, 15%, je vous explique, le premier taux d'IS pour les tranches les plus basses, c'est 15%. Ça veut donc dire que si vous payez moins que le premier taux minimum d'impôt sur les sociétés, vous êtes soumis à l'impôt minimum mondial. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous avez bien optimisé pour être en dessous du taux le plus bas d'impôt sur les sociétés. On peut voir ça comme une forme de clause anti-abus pour un petit peu rattraper les sociétés internationales. Dernier point sur les impôts locaux. Historiquement, les impôts locaux pour les entreprises, c'était la fameuse taxe professionnelle. Elle est partie, elle est revenue, mais avec un nouveau nom. En l'occurrence, la contribution économique territoriale, composée elle-même de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la contribution foncière des entreprises. En gros, la nouvelle taxe professionnelle qui est amenée à disparaître un jour. Je vous rappelle que la CRDS devait disparaître en 1996. Elle est amenée à disparaître un jour et on constate une dégressivité sur les prochaines années de ces impôts. Premièrement, en ce qui concerne la CVAE, c'est-à-dire la contribution sur la valeur ajoutée, vous le voyez, en fait, bon là, ça devient quasiment résiduel. Et la contribution foncière, c'est-à-dire la contribution sur la valeur locative, en fait, des biens détenus par l'entreprise, est plafonnée à 1,25% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Donc ils sont en train de faire baisser ces taux pour arriver à une suppression. De plus, rappelons que, j'ai envie de dire un peu comme toutes les années, les valeurs locatives des locaux professionnels devaient être révisées et cette actualisation a été reportée en 2026. Déjà une petite question. Non, pour les zones de revitalisation rurale qui ont été remplacées par les zones FFR, là, ZFFR. Ça ne concerne pas les dossiers faits avant. Ah voilà, ça ne concerne pas les dossiers faits avant. Par contre, je crois que les zones ont été largement... je vous donne l'exemple du Cantal, là, par exemple. Tout le bassin aurillacois, Laurent, tu m'arrêtes. Voilà, avant, le bassin aurillacois, par exemple, n'était pas concerné par les zones de revitalisation rurale. Donc ça a un vrai impact au niveau de... Alors nous, quand nous faisons les actes d'achat au niveau des droits d'enregistrement, mais aussi pendant les 5 premières années, puis les 3 années supplémentaires, sur des exonérations d'impôts. Et ces zones ont été élargies dans le nouveau dispositif, puisque par exemple, le bassin aurillacois, aujourd'hui, va faire partie des zones de ces ZFFR. Donc ça paraît être un élément important aussi pour nos secteurs.
Et c'est vrai que dans le Cantal, on est encore plus fiers parce qu'on a un sénateur en plus qui s'est bien battu pour ces zones-là, qui est le sénateur Delcros. Donc c'est vrai que je trouve que c'est important et ça donne aussi un peu d'air pour les reprises plus élargies dans le milieu agricole, enfin dans le milieu rural, pardon. Donc je pense que si c'est vrai sur Aurillac, ça doit être vrai sur d'autres communes. Hein. Alors juste une petite précision. En fait, les zones concernées par la ZRR évoluaient en fonction des années. C'est-à-dire que le dispositif était prévu par exemple pour 5 ans, mais à l'intérieur de ce dispositif, par exemple, le centre-ville de Moulins a été concerné 2 ans, puis a disparu, puis je ne sais pas s'il est revenu. Mais le centre-ville de Moulins. Donc, il ne faut pas forcément regarder. Là, ils ont mis effectivement des données statistiques, donc je ne sais pas si ça sera objectivé, entre guillemets, mais néanmoins, il faut vraiment être attentif aux décrets parce qu'il y a des zones qui rentrent, qui sortent, qui reviennent, et c'est en fonction des décrets qui sortent. Vous avez la liste par ordre alphabétique. D'accord. Voilà, donc bon, bien des choses à vérifier, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que je pense quand même que sur ce point-là, ça va dans le bon sens en tout cas pour nos secteurs. Voilà. Alors moi, je vais vous parler rapidement des primes de partage de la valeur, ce qu'on a appelé souvent les primes Macron, hein, de toute façon, voilà, qui permet effectivement, donc c'était la prime PEPA, qu'on avait appris à l'été 2022, qui peut être versée quelle que soit effectivement la taille de l'entreprise et doit être versée à tous les salariés de la même manière, sans différenciation, et qui est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire, hein, et 6 000 € sous certaines conditions pour des entreprises. Hein. Voilà, donc bon, il a été prévu, effectivement, il y a quelques aménagements. Maintenant, ça peut être versé, voilà, on peut le verser en 2 fois, hein, ce qui n'était pas le cas avant, mais le plafond global ne change pas. Et le régime, par contre, il est pérennisé, donc ça, c'est important. Il est pérennisé pour 3 ans, donc ça permet aussi d'avoir des stratégies d'entreprise sur plus long terme que ce que nous pouvions avoir avant. Et il a été mis en place un nouveau plan, qui est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Voilà, donc pareil, un dispositif expérimental, mais qui a été mis en place pour 5 années, donc c'est aussi une bonne chose en termes de stratégie. Donc là, on passe sur la catégorie un petit peu intéressement et abondement, hein. Donc c'est sur des entreprises de 11 à 49 salariés. Voilà, représentant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices. Voilà, donc où on aborde un plan épargne existant, on met en place un dispositif de participation ou d'intéressement, on verse effectivement une PPV et mettre en place le dispositif expérimental de participation. Voilà, donc c'est des dispositifs qui ont été prorogés, qui sont un petit peu plus inscrits dans le marbre tel que ça l'était avant, et surtout on a ce PPVE qui est mis désormais en place. Donc c'est aussi une bonne chose pour nos stratégies. Voilà. Je rappelle après tout ça, avec la nécessité de la mise en place d'un accord, hein, il faut des écrits, bien sûr, un rapport spécial, des accords, voilà, les salariés bénéficiaires, et il faut un montant de référence. Enfin, après, ça va être toutes les conventions après d'intéressement qui vont être mises en place avec une date de départ, une date d'arrivée, les conditions de modulation des primes. Ces conventions d'intéressement ne sont pas forcément faciles à mettre dans l'entreprise, mais c'est aussi certainement dans l'air du temps, et ça nous permet à nous, en entreprise, enfin, de se poser ces bonnes questions. Voilà. Voilà, je vais passer la parole à Maître Ouvé, qui va nous parler TVA. Alors la TVA, c'est un impôt très important dans le budget de la nation, hein. C'est le premier. J'ai une taxe, c'est une taxe qui est la première source de revenus sur le budget français. Il y a plusieurs points à regarder sur la TVA. Le premier, c'est la facturation électronique, vous en avez entendu parler. La facturation électronique, donc pour toutes les factures qui doivent être émises ou reçues entre entreprises. Donc il y avait des délais qui étaient sans doute un peu courts, qui étaient prévus pour donc, être mis en place au 1er juillet 2024. Manifestement, ça avait été un petit peu optimiste, hein, comme délai, hein, les entreprises n'étaient pas forcément prêtes. Et donc raisonnablement, ils ont repoussé les délais. Donc au 1er septembre 2026, voire au 1er septembre 2027 pour les plus petites entreprises. Donc ça veut dire que les sociétés, les entreprises auront l'obligation d'échanger leurs factures par voie électronique. Également, toutes les demandes de transmission
ou à l'administration fiscale sur les transactions ou autres seront faites également par voie électronique. Voilà, donc les délais sont reportés un peu en amont, enfin dans le temps. Alors ça c'est un autre point important, la franchise en base donc pour la TVA. Vous savez que les petites entreprises peuvent bénéficier d'une franchise sur la TVA en fonction d'un seuil de chiffre d'affaires. Le seuil donc varie selon la nature de l'activité. La nature d'activité qui peut donc être généralement les opérations de commerce ou les prestations d'hébergement. Donc quand le seuil ne dépassait pas 91 900 euros, avec un seuil de tolérance porté à 101 000 euros, vous pouviez donc bénéficier d'une franchise sur la TVA, c'est-à-dire ne pas payer, ne pas facturer de TVA, ni même par contre en contrepartie, ni la déduire bien entendu. Sur les prestations de services, sauf les prestations d'hébergement, le seuil était à 39 000, enfin, passé à 39 100 euros. Donc la nouveauté, c'est que le seuil est abaissé pour les prestations de commerce et les prestations d'hébergement. Il passe en N-1 à 85 000 euros et en N à 93 500 euros. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est en N. Et sur les prestations de services, par contre, le seuil est remonté à 41 250 euros. Alors, donc ça s'applique, à partir, c'est les seuils applicables au 1er janvier 2025. Il y avait une tolérance en cas de dépassement, excusez-moi, je suis allé trop loin, il y avait une tolérance en cas de dépassement du seuil sur un exercice. On pouvait prétendre bénéficier sur l'année qui suivait, donc encore de la franchise de TVA. Cette tolérance n'existera plus, c'est-à-dire que si vous dépassez le seuil, vous serez taxable à la TVA dès le dépassement. C'est important et ça a quand même une incidence importante sur les entreprises qui peuvent bénéficier. Alors souvent c'est les micro-entreprises ou les auto-entrepreneurs se servent beaucoup de cette franchise de TVA. Ça c'est pour une règle qui a été aménagée au niveau de l'Union européenne, c'est à peu près la même règle, avec un seuil un petit peu différent à 100 000 euros, que ce soit donc pour les entreprises ou les sociétés exerçant en France et ayant une activité dans d'autres États de l'Union européenne ou vice-versa, la réciprocité. Donc il y aura également possibilité d'avoir une franchise de TVA sous certaines conditions. Le régime de la para-hôtellerie, alors Maître Turquet vous en a parlé un petit peu sur les locations meublées. Le régime, on va dire régime antérieur, régime qui s'appliquait jusqu'à présent, donc la TVA devait être applicable dès lors que vous soumettiez votre location meublée à plusieurs prestations donc offertes aux clients. Alors, trois des 4 prestations suivantes, nettoyage régulier des locaux, c'est-à-dire ménage, entretien, la fourniture du petit déjeuner, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle, donc une réception, un accueil ou autre. Donc il suffisait d'avoir 3 de ces prestations pour que la location bascule à la TVA, avec quand même l'application des franchises en base qu'on a vu juste avant. Donc la nouveauté, alors, qui se veut peut-être être une simplification, en tout cas quand on est dans le cadre du secteur hôtelier, c'est-à-dire avec des durées de nuitées inférieures à 30 nuitées, c'est pas le logement, et qu'on offre les prestations les mêmes, petit déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture du linge et réception, même non personnalisée de la clientèle, donc la TVA s'applique. Et quand on est sur des logements meublés à usage résidentiel, style, toutes les locations meublées qu'on a vu un petit peu avec Maître Turquet, donc pareil, normalement on est soumis à la TVA dès qu'on offre des prestations, 3 des 4 prestations qu'on vise habituellement. Il faut savoir que la TVA doit être déclarée et payée, sauf application des franchises en base qu'on a vu également. Alors il y a des taux réduits qui sont donc applicables. Alors c'est reporté au 1er octobre 2024 pour certains travaux qui sont donc effectués dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans, qui sont les travaux
visant à économiser l'énergie et améliorer donc l'étiquette des logements, principalement l'isolation thermique, chauffage, ventilation et production d'eau chaude sanitaire. On a tous en tête de ce que ça peut être. Alors ça, c'est une disposition qui concerne principalement la production de logements à caractère social. Donc il y a, lors de la livraison de ces logements, il y avait un taux de TVA qui est de 10%, mais qui était réservé, on va dire, aux sociétés HLM ou assimilées, dont les particuliers peuvent bénéficier, les investisseurs peuvent bénéficier, mais ça nécessite quand même certaines conventions qui doivent être... donc il faut conventionner son logement et surtout l'affecter au secteur social. Hein, donc, voilà. Et ça peut concerner également, pas seulement la production d'un immeuble ab initio, mais la transformation d'un immeuble qui n'était pas à usage d'habitation en un immeuble à usage d'habitation. Voilà en ce qui concerne la TVA, donc quelques petites mesures, mais rien de fondamental. Voilà, après sur le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude, je passe la parole à Maître Ladoux. J'ai pas la bonne casquette. Alors, sur les intérêts moratoires, c'est quoi? L'administration fiscale est redevable d'intérêts dans les cas suivants, pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles de la part de l'administration. En cas de condamnation à un dégrèvement d'impôt par un tribunal. Ou alors, on était susceptible également de percevoir ce genre d'intérêt dès lors qu'un dégrèvement était prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette. Dans ces deux cas de figure, l'administration était susceptible de reverser un taux d'intérêt sur les sommes qui avaient été perçues à tort, les reverser directement aux contribuables. La petite nouveauté, c'est qu'on a rajouté, donc il a été rajouté un nouveau dégrèvement, prononcé d'office suite à une erreur que l'administration a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul de l'imposition. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration se rend compte qu'elle a commis une erreur, elle n'a pas besoin de faire l'objet d'une condamnation, elle peut appliquer automatiquement cet intérêt moratoire. Ne voyez pas l'administration comme une banque, c'est-à-dire que si le contribuable verse sciemment ou se trompe volontairement ou involontairement, on va dire, sur sa déclaration qu'il verse trop, il ne faut pas s'attendre à avoir un intérêt, bien évidemment. C'est uniquement dans ces trois cas de figure. On ne cherche pas non plus la rentabilité du livret A. On est à 0,20% par mois. Et donc cela s'appliquera pour tous les dégrèvements accordés à compter du 1er janvier 2024. Donc le dégrèvement prononcé à la suite d'une erreur imputable. Alors, cela ne concerne pas les dégrèvements prononcés à la suite d'une erreur imputable au contribuable, c'est ce que je vous ai dit. Un dégrèvement accordé à titre gracieux et une restitution d'excédent de versement d'impôt, restitution de versement d'acompte. On est vraiment dans un cas spécifique où l'administration s'est trompée, elle s'en est rendue compte directement. Je vais laisser la place à Lise donc pour la suite des dispositions en matière de contrôles fiscaux. Voilà, donc je prends la suite, moi, effectivement, pour venir vous parler de certaines mesures prises toujours dans la lutte contre la fraude et le contrôle fiscal. Donc aujourd'hui, la loi de finances est venue créer donc, une peine complémentaire pour effectivement les personnes physiques reconnues donc, coupables de fraude fiscale avec circonstances aggravantes, donc, de recel de fraude fiscale ou de blanchiment. Avec ici une perte donc, du droit à crédit ou réduction d'impôt, donc que ce soit sur le revenu ou sur l'impôt sur la fortune immobilière. Donc le tout à l'exception donc, du crédit d'impôt d'annulation d'une double imposition. Cette peine est créée, mais dans la limite de 3 ans. Ensuite est arrivé donc le droit d'enquête renforcé sur Internet et les réseaux sociaux. Il a bien fallu effectivement que l'administration prenne des mesures en évolution avec son temps, si je puis dire. Donc désormais, donc un agent des impôts peut mener une enquête de manière anonyme et dans ce cas-là, donc prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes ou interfaces en ligne, c'est-à-dire que l'agent des impôts n'aura pas de difficulté à aller sur votre compte Facebook ou autre site internet de type Airbnb ou autre. Y compris lorsque cela requiert donc, la création d'un compte. L'agent des impôts sera également autorisé à participer à des échanges électroniques, donc il peut se faire passer pour
un client qui voudrait vous réserver votre Airbnb et puis vous payer en liquide, éventuellement. Voilà, ce serait malvenu quand même. Donc il faut être vigilant. Extraire également et conserver les données donc sur les personnes susceptibles d'être les auteurs des manquements. Donc là, on est dans l'attente d'un décret donc, fixant la durée de conservation. L'enquête va alors porter donc, sur une des infractions suivantes, donc activité occulte, construction ou aménagement donc, sans autorisation, insuffisance de déclaration liée à un abus de droit ou des manœuvres frauduleuses, défaut de déclaration de compte ou assurance vie détenue à l'étranger, disposition de sommes d'argent issues d'activités illicites. Ces contrôles peuvent être en principe réalisés sur place, sauf que voilà, des modifications sont intervenues suite a priori donc, à des agressions des agents. Donc désormais, tout autre lieu peut être déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration, mais à défaut d'accord, l'administration pourra décider de tenir ou de poursuivre les vérifications donc, dans ses locaux et non plus sur place. Donc les contrôles concernent les vérifications donc, de comptabilité et les contrôles des organismes donc, sans but lucratif, notamment par rapport aux reçus qui ont été délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements ouvrant droit à réduction d'impôts. Donc tout cela concerne également donc, les contrôles engagés ou déjà en cours à compter du 1er janvier 2024. Renforcement donc, du droit de visite et des saisies domiciliaires, donc toujours dans le même objectif. Aujourd'hui, le juge pouvait autoriser l'administration à réaliser une visite ou une saisie domiciliaire lorsqu'il y avait présomption qu'un contribuable donc se soustrayait à l'établissement ou au paiement des impôts, mais également donc maintenant lors de la souscription donc, de déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises. Et on a également donc, une extension des sanctions donc, pour refus d'accès aux données, notamment lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents donc, présents sur un support informatique, y compris distant. Et donc là, à la lecture ou à leur saisie, donc, il y a une mention qui est portée au procès verbal. Voilà, donc sur les dispositions prises en matière de lutte contre la fraude fiscale. Je vais laisser la main à Frédéric. Hop, merci. Alors la fiscalité des particuliers concerne plusieurs types d'impôts. Et donc moi je vais vous parler de l'impôt sur le revenu. Voilà, alors en ces temps d'inflation, il n'était pas normal que les barèmes ne reflètent pas les hausses des coûts et des prix. Donc le barème d'impôt sur le revenu a été augmenté pour, je crois, de 4,9% sur les tranches, 4,80%, pardon. Donc les seuils ont été relevés du montant à peu près de l'inflation. Voilà. Alors, juste en aparté, c'est bien de relever les seuils sur l'impôt sur le revenu, mais il y a tout un tas de seuils qui ne sont pas relevés. Par exemple, les abattements en matière de succession, de donation, etc. Ceux-là, ils ne sont pas relevés depuis bien longtemps maintenant. Et pour autant, ils subissent également l'inflation, les personnes. Alors, sur les réductions d'impôts, c'est des prorogations qui ont été faites. Alors, principalement pour l'aide les dons, pour les aides aux personnes en difficulté sur les crédits d'impôt ou autres. Donc il y a eu une prolongation du taux de 75% dans la limite de 1 000 €. Également une réduction d'impôt pour les dons aux organismes concourant à l'égalité entre les hommes, enfin les femmes et les hommes, avec un taux de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Une extension de la réduction d'impôt au profit de la Fondation du patrimoine ou en vue de la sauvegarde du patrimoine des petites communes. 75% également plafonné à 1 000 €, enfin dans la limite de 1 000 €. Et une prolongation des réductions d'impôts pour les souscriptions aux sociétés de financement du cinéma, les SOFICA, avec des limites également qui sont prévues. Voilà. Donc rien de transcendant sur ces modifications ou ces prolongations. Donc pour les travaux qui sont prescrits par un plan de prévention des risques technologiques, je ne suis pas sûr qu'on en a beaucoup chez nous, donc il y a également des crédits d'impôt qui sont possibles. On a une réduction pour les souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises universitaires, avec un taux de réduction de 30% dans la limite d'un plafond de 75 000 €. Là, c'est plus significatif en termes
des montants en tout cas, avec possibilité de majoration du taux à 50%. Alors, je ne sais pas si ça va concerner beaucoup d'entreprises, mais en tout cas, les montants sont assez significatifs. Pour les véhicules électriques, on est dans l'air du temps, l'aménagement du crédit d'impôt pour l'acquisition ou la pose d'un système de charge de véhicules électriques. Alors, le crédit d'impôt est de 75%. On a quand même un plafond à 500 €, il était à 300 €, enfin 75% de 500 €, ça ne va pas non plus chercher des 100 et des 1000. Voilà, avec un aménagement à compter du 1er janvier 2024. Et puis une prolongation du crédit d'impôt pour les dépenses d'installation, pour l'adaptation des logements aux personnes handicapées également. Alors le régime de loi Malraux, c'est un régime donc, sur les revenus fonciers qui permet de déduire l'ensemble des travaux sur les revenus fonciers que vous dégagez sur une location. Il n'y avait pas de limite, c'est ça le régime Malraux, c'était un régime intéressant. Donc il y a une prolongation de la loi Malraux, enfin des dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2024 sur certaines conditions. Et puis le régime de Normandie ancien, c'est pareil, c'est une réduction d'impôt pour les travaux que vous faites sur des logements anciens. Ce régime, il peut s'appliquer également pour les parts de sociétés civiles de placement immobilier, qui a un taux de réduction de 18% et qui peut être augmenté en fonction de la durée de location ou de l'endroit où, notamment dans les Outre-mer. Les plus-values immobilières, alors vous savez qu'une plus-value, c'est un impôt qu'on prélève à la source, nous notaires. Donc cet impôt concerne, il existe un tas d'exonérations ou de limitations. Il y avait une exonération qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2025, c'est la vente d'un bien destiné à installer des logements sociaux. Voilà. Donc vous vendez un immeuble à un organisme HLM, et l'exonération, elle a été prolongée, en tout cas au moins jusqu'au 31 décembre 2025, et puis on verra pour les années qui suivent. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre sur les plus-values, des taux d'abattement sur la loi Elan, etc. Mais bon, il n'y a pas vraiment de mesures significatives sur les plus-values. Les plus-values mobilières, impôt sur le revenu des particuliers. Je vais passer la parole à M. Grenier. Merci. Vous êtes exonéré d'impôt sur les plus-values lorsque vous réemployez un prix de cession d'une entreprise à plus de 60% de ce prix dans une activité nouvelle, et on vous donne 2 ans pour le faire. Bon, si vous vendez 10 millions d'euros, vous n'avez peut-être pas envie de remployer 6 millions d'euros, surtout que si vous le faites à la retraite, il faut repartir encore. Donc ce qu'on fait potentiellement, c'est mettre une société entre nous, c'est-à-dire une personne morale, entre nous et le prix. Exemple, sur ces 10 millions, je peux très bien éventuellement apporter à une société 1 million d'euros, à charge pour elle d'investir 600 000. Et donc, j'aurai une exonération d'impôt sur 1 million d'euros. Dans ce cadre-là, nous avons eu on va appeler ça des produits, ce qui est appelé là effectivement des fonds, des organismes de capital investissement qui se sont spécialisés dans l'éligibilité à ce texte-là. On leur demande ni plus ni moins que de se conformer en fait à ce que font les autres capitaux risques. Dans un second temps, il est aussi adressé le point de l'exit tax. L'exit tax, comme son nom l'indique, c'est l'impôt de sortie. Juste une précision, quand je change de nationalité une société, d'ailleurs, sans forcément la changer de nationalité, ne serait-ce que transférer une société française en Polynésie, ça demande la liquidation de la société avant de pouvoir la recréer avec ce qui reste après impôt en Polynésie. Et bien, c'est un petit peu la même idée que cette exit tax, c'est-à-dire pour transférer des fonds et devenir redevable de l'impôt ailleurs, on va exiger immédiatement l'impôt en sursis de paiement. Vous perdez vos sursis d'imposition générés lorsque vous êtes redevable de l'impôt en France. Et en l'absence de déclaration et en présence d'un événement donnant lieu à dégrèvement ou restitution de l'impôt. Donc c'est une sévérité supplémentaire au niveau de l'exit tax. Ça concerne les événements survenus en 2023 pour le calcul de l'impôt en 2024. On l'a vu tout à l'heure, c'est un peu comme une punition puisque vous, en 2023,
vous avez prévu vos revenus face à une fiscalité, et bien là, effectivement, on vous dit, vous aviez prévu ça en 2023, ben, dès le calcul de l'impôt en 2024, on change les règles. Et bien sûr, ça donne lieu à un dégrèvement, une restitution des prélèvements sociaux aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, et ayant conservé leur titre pendant 8 ans. Ça concerne l'ancien régime de conservation des titres même avant la flat tax. Donc autant vous dire qu'il va falloir être très très bon pour aller identifier quelle fiscalité j'avais à cette époque-là si je ne l'ai pas encore traité. Néanmoins, je pense qu'il y a du travail à faire sur le déplacement fiscal des personnes. Ensuite, nous avons les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement pour les entreprises concernent, premièrement, donc ce sont les droits de mutation à titre onéreux. Ils sont dus dans le cadre d'une vente par le cessionnaire et non pas par le cédant. Il existe un texte qui prévoit un abattement en cas de rachat d'une entreprise par des salariés ou des proches du cédant. Alors, des proches du cédant, c'est vraiment le cercle familial élargi. Et ça concerne les parts ou actions de société, les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les fonds agricoles ou clientèle d'une entreprise individuelle. Ça concerne les cessions à titre onéreux à des salariés ou à des proches. Cet abattement de 300 000 € passe à 500 000 € à compter du 1er janvier 2024. Il en est de même pour le cousin germain de ce texte, mais cette fois dans le cadre d'une donation, enfin dans le cadre des droits d'enregistrement pour les transmissions à titre gratuit, c'est-à-dire par décès ou par donation. Ça concerne les parts ou actions de société, fonds de commerce, fonds artisanaux, fonds agricoles ou clientèle d'une entreprise individuelle. De mémoire, le 790A se combine un peu bizarrement avec la loi Dutreil qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'il ne s'applique pas sur la trésorerie, vous entendez bien, cet abattement qui passe de 300 000 à 500 000 €, il concerne les fonds. Et au niveau des parts sociales, sur ce que représente le fonds, sur la valeur de la part sociale. Et si je rajoute la loi Dutreil, c'est-à-dire un abattement de 75%, ça s'appliquera aussi là-dessus. Et toujours pas sur la trésorerie de la structure. Donc il faut être relativement vigilant par rapport à l'application de ce 790A, même si c'est logique en fait d'avoir passé de 300 à 500 000 €, puisque ces logiques-là collent avec le 238 quindécies qui lui aussi est passé de 300 à 500 000 € il y a 1 an ou 2 ans. Donc maintenant, on a une uniformité de ces abattements à 500 000 €. Ensuite, nous avons quelques petites nouveautés concernant le dispositif Dutreil, qui sont des nouveautés, mais qui sont des prolongements de l'esprit qui avait été donné au texte dès le départ. Très simplement, là, en gros, la loi Dutreil, c'est un abattement de 75% sur les titres de société ou les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole et libérale. Ok ? La question était de savoir si l'activité commerciale s'entendait au sens civil, juridique, ou si ça s'entendait au sens fiscal. Parce que si ça s'entend au sens fiscal, ça veut dire que toutes les activités éligibles aux bénéfices industriels et commerciaux, donc les locations meublées, par exemple, bénéficiaient de la loi Dutreil. Ça fait, avant même que je commence à travailler, en fait, qu'on se pose la question. Donc je ne peux même pas vous témoigner du début des débats, quoi. On a des précisions, mais aussi une définition qui laisse toujours un petit peu la place à l'interprétation. On dit que les activités mentionnées à l'article 34-35, c'est-à-dire les activités concernées par les bénéfices industriels et commerciaux, sont éligibles à la loi Dutreil à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier. Location, nu, meublé, etc. Et en plus, on vient strictement dire que ce qui est exclu physiquement dans le texte, dans la doctrine, c'était les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation et les activités de loueur d'établissements commerciaux. C'est pas parce que vous avez un bail commercial que vous faites des revenus commerciaux. La jurisprudence était venue un petit peu contrecarrer cette doctrine en disant que elle admettait que le loueur d'établissements commerciaux ou industriels n'était pas nécessairement exclu du régime Dutreil, qu'on en trouvait l'admission des locations meublées et qu'on ne pouvait pas, par principe, exclure au vu d'une doctrine administrative qui n'est pas la loi, une activité comme l'activité de loueur meublé. Quand la doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord, on rentre le principe dans la loi. Et là maintenant c'est extrêmement clair puisque
l'amendement présenté qui est rentré dans la loi de finances explicite de manière extrêmement claire les choses. On vise toujours les articles 34 et 35. On exclut les activités de gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier. Ça, c'est pour le cas des holdings, mais il y a des aménagements, on va le voir après. Et bien évidemment, là-dedans, ça va nous permettre ensuite pour le BOFIP de viser très naturellement le meublé. Ensuite, de la même manière, on se posait la question de savoir ce que c'est quoi en fait une activité commerciale en termes de masse dans une société. Je vous donne un exemple très simple. J'ai 5 millions de liquidités dans une société et je décide d'investir 200 000 € dans une laverie automatique. Est-ce que j'ai une activité commerciale? Ou est-ce qu'en fait l'activité principale de ma structure, c'est pas simplement de détenir des fonds et de les gérer en termes de masse? L'administration fiscale s'était dit, on va essayer de mettre en place une règle qui dit que il faut que l'activité principale soit éligible. C'est-à-dire que minoritairement, je peux faire des activités non éligibles, location de meublé, location de nu, mais principalement, je dois exercer une activité éligible. En ce sens, on retenait globalement que plus de 50% du chiffre d'affaires devait revenir d'une activité éligible et plus de 50% de l'actif réel devait être représentatif de l'activité éligible. C'était un petit peu notre boussole. La loi est venue affirmer encore une fois qu'il faut que ce soit une activité principale, qu'il faut que l'activité principale soit une activité éligible pour bénéficier à plein de l'abattement de 75%. Pour autant, on n'a pas de précision dans la loi des critères que j'ai pu vous décrire, les 50% de l'actif, les 50% du chiffre d'affaires. Mais globalement, on a déjà des éléments qui sont présents dans la doctrine administrative. Dernier point, je vous l'explique le plus simplement du monde. Une holding peut rentrer dans les activités éligibles. Une holding, a priori, son rôle, c'est juste de détenir des titres et puis de gérer les choses. Donc, c'est pas vraiment une activité commerciale, c'est pas non plus une activité industrielle, etc. Néanmoins, il y a un assouplissement, parce que quand je suis une holding, je dois quand même gérer, entre guillemets, administrer, organiser un groupe de quoi 5, potentiellement 10, 15, 20 sociétés qui, elles, ont besoin, en fait, de cette gestion. D'où effectivement le fait que les holdings dites animatrices rentraient dans la possibilité d'obtenir cet abattement de 75%. Il y avait un truc un peu bête, c'est qu'on disait que cette holding devait contrôler ses filiales. Oui, mais comme on n'avait pas précisé si c'était directement ou indirectement, on se retrouvait dans des situations où j'avais une holding qui faisait la gestion de tout le groupe, mais entre cette holding et les filiales, il y avait une holding qui faisait rien. Et donc je devais déplacer des salariés, des contrats, de la trésorerie, des articles 83, des directeurs, là. Alors qu'en fait, l'esprit était bien respecté. D'où cet aménagement qui vient de dire, en fait, vous pouvez bien mettre la holding animatrice où vous voulez, du moment que, directement ou indirectement, elle ait la maîtrise de ce qu'elle gère, tout simplement. Donc je trouve qu'effectivement, c'est une bonne mesure pour respecter l'esprit du texte. On est dans le cadre d'un démembrement usufruit nue propriété. L'usufruit, en matière immobilière, on sait ce que c'est. On peut utiliser un bien immobilier, on peut l'habiter, on peut le louer. En matière mobilière, notamment en matière de liquidité, c'est un peu plus subtil. Appliquer un usufruit sur une somme d'argent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puisque je vais dépenser mon argent et le nu propriétaire, en fait, au bout du compte, qu'est-ce qu'il a? Il n'a plus rien. Donc, il y avait un dispositif qui était mis en place qui consistait à faire du démembrement, usufruit nue propriété, sur des sommes d'argent. C'est-à-dire que je donnais à une certaine personne, mes héritiers éventuellement, une somme d'argent et je me réservais l'usufruit. Partant de là, j'avais une taxation de la transmission de sommes d'argent qui n'était calculée que sur un nu propriété, donc déduction faite de l'usufruit. C'est ce qu'on appelle constituer un quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, c'est quoi? C'est ni plus ni moins de créer une créance que peut avoir le nu propriétaire vis-à-vis de l'usufruitier. Pourquoi? Puisque le nu propriétaire ne peut pas utiliser l'argent. Au jour du décès de l'usufruitier, il va récupérer cette somme-là avant toute liquidation successorale. Donc c'est ce qu'on appelle la créance de quasi-usufruit. Et le législateur n'est pas fou, il a senti le vent tourner quand on s'est mis à faire des donations
avec réserve d'usufruit. Pourquoi ? Puisqu'on transmettait une somme d'argent que le donateur se réservait, mais fiscalement qui était transmise avec la décote de l'usufruit au nu propriétaire. Donc on avait un gain fiscal à ce niveau-là. L'administration nous a dit maintenant c'est plus possible. Donc il y a la non-déductibilité de la créance dès lors qu'on est sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Attention, tout le reste des démembrements, par contre, quant à lui, est protégé. C'est-à-dire qu'un démembrement en matière successorale ne sera pas concerné par ce dispositif. Un démembrement en matière de contrat d'assurance vie, où je peux démembrer les clauses bénéficiaires, c'est-à-dire que je peux affecter l'usufruit de ma clause à une personne et la nue propriété à d'autres personnes, ce cas de figure-là ne sera pas concerné non plus. On est dans un cas très spécifique d'une donation pour lequel on se réserve l'usufruit. Et dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au jour de l'usufruitier, quand bien même on appliquera la créance de restitution, c'est-à-dire que le nu propriétaire récupérera les sommes directement sur la succession avant toute liquidation, ces sommes-là rentreront dans le calcul des droits de succession. On pourra néanmoins déduire éventuellement les sommes qui auraient déjà été payées au titre des droits lors de la première donation. Donc on attend un petit peu les textes et les commentaires, voir comment ça va évoluer. Mais ce dispositif rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2024, les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2024. Et je vais passer le micro à Christelle pour l'IFI. Bonsoir. Donc nous allons aborder l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, avant de parler de la réforme, 2-3 petits rappels sur le dispositif 2023. Donc, 2 principes. Seules les dettes afférentes à des actifs imposables ont été déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers. Et on avait une prise en compte de la valeur représentative des biens et des droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société. Alors, on avait une méthode de calcul, un coefficient qui retraitait la valeur vénale et un coefficient immobilier qui prenait le ratio valeur vénale des biens immobiliers sur la valeur vénale de l'ensemble des actifs de la société. Alors, un amendement du 13 octobre 2023 est venu assurer l'application uniforme des règles de déductibilité des dettes, tant pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables que pour celle des biens et droits immobiliers imposables. Donc le nouvel article 973 nous amène à un tempérament, alors je vais peut-être vous le lire, pour la valorisation des parts ou actions ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. Cette règle de déductibilité ne peut avoir pour conséquence que la valeur imposable à l'impôt sur la fortune immobilière soit supérieure à la valeur vénale déterminée conformément à cet article. Également un plafonnement, c'est, je crois, ce qu'il faut retenir. Donc si la valeur imposable à l'IFI est supérieure à la valeur vénale des parts ou actions, il sera retenu cette valeur vénale. A l'inverse, si la valeur imposable à l'IFI est inférieure à la valeur vénale des parts ou actions, on aura un plafonnement à la valeur vénale des actifs imposables, diminué des dettes y afférentes à proportion de la participation du contribuable dans la société. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu du plafonnement a cette conséquence d'une uniformisation, donc que les biens immobiliers soient détenus en direct par une personne ou par le biais d'une société. Et nous allons finir par les impôts locaux. Donc, exonération pendant 15 ans de la taxe foncière concernant les logements locatifs sociaux ayant fait l'objet de travaux de rénovation lourde. Donc, cette exonération pourra courir à compter de l'année qui suit l'achèvement de l'opération unique de travaux de rénovation lourde. Et elle pourra être portée à 25 ans si la demande d'agrément était déposée entre le 1er janvier de cette année et le 31 décembre 2026. Et enfin, la taxe d'habitation, donc à compter du 1er janvier 2024, eh bien, on peut avoir une faculté dérogatoire d'évolution par rapport à cette taxe d'habitation concernant seulement, bien sûr, les résidences secondaires, puisque il n'y a plus de taxe d'habitation sur la résidence principale.
Et lorsque le taux de cette taxe d'habitation des résidences secondaires sera inférieur à 75% d'un taux qui sera constaté sur l'ensemble des communes du département, eh bien les communes pourront prévoir une majoration qui ne devra pas être augmentée de 5% par rapport à cette moyenne. Alors avant de conclure, nous allons vous demander s'il y a des questions sur la loi de finances. Ah, une question. Ah, attendez, bougez pas, je vous amène le micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, je veux revenir sur la créance de restitution, notamment. Admettons une donation d'un immeuble avec une réserve d'usufruit. Si par la suite on a une revente du bien avec une répartition du prix de vente entre nus propriétaires et usufruitiers, on a vu que dans certains offices on a pu faire des conventions de quasi-usufruit sur ce prix. Est-ce que justement... Juste la donation de sommes d'argent avec réserve d'usufruit, simplement. Donc ça. Ok, merci. Bonne question. Donc la réponse, ce n'est pas remis en cause. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier. Remercier d'être venu, remercier d'être aussi derrière vos écrans. C'est important pour nous d'essayer d'expliquer en tout cas la loi de finances et plusieurs thèmes qui nous tiennent à cœur, parce que la fiscalité, c'est quand même, que ce soit de l'entreprise, du patrimoine ou de la transmission ou autre, c'est quand même au cœur de notre métier. Je crois vraiment qu'on peut se présenter comme des experts à la matière. C'est quand même notre quotidien. On a essayé d'être le plus clair possible. Alors, c'est pas simple, mais en tout cas, voilà, on a fait ce que nous pouvions. Donc, je remercie beaucoup tous mes collègues de la Chambre qui sont investis dans cette conférence. Pour nous, c'est aussi du temps et on fait au maximum. Et bien sûr, Pierre-Louis Grenier, où on a bien compris qu'il n'était pas au travail quand la loi Dutreil a été promulguée. Moi, j'y étais. Donc, ça, une petite différence, je pense. C'est pas pour ça, oui, c'était pour ça. Donc, voilà. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci à Positive Compagnie et puis à Visium, effectivement, qui sont les artisans de la technique sur cette conférence. Nous allons vous donner rendez-vous puisque nous faisons nos 3 conférences. Donc la prochaine est déjà fixée. Ça sera le 13 juin à 18h au même endroit. N'hésitez pas à en parler. Ça sera sur les chiffres de l'immobilier. Et puis également... nous allons tenter, mais ce n'est pas encore tout à fait déterminé, de mettre un thème autour des aides ou des primes qui peuvent être délivrées dans le cadre des travaux ou autres, énergétiques ou autres. Enfin voilà, nous sommes en train un petit peu d'affiner le sujet, nous allons dire, mais en tout cas, voilà, on tient à cœur, ça nous tient à cœur en tout cas aujourd'hui de vous indiquer d'ores et déjà la prochaine date. Voilà, mais il ne me reste plus déjà à vous... souhaiter une bonne soirée. Pour ceux qui sont là, nous allons partager un petit verre. Et pour ceux qui sont chez eux, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, allez boire un verre. Voilà. Allez, merci à tous et bonne soirée. Au revoir.